Avant de parler de la France et de tout ce qui s'est passé en France pendant un mois, on va parler d'abord de Madagascar. C'est un sujet qui me tient très 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 à cœur. Mais si on parle de Madagascar, en vérité, on parle de la France finalement. Vous allez voir, c'est quand même assez... Et merci à Archicrasseuse pour le raid. Merci tout le monde, bienvenue sur ce stream. On est en train d'aborder du coup la nouvelle capsule sur Madagascar. J'en profite parce que du coup cette capsule sera sur YouTube. YouTube, peuple de YouTube, peuple de l'acide YouTubique. Sachez que Archicrasseuse, moi, Medoli, Amphibiante ainsi qu'Écharpe avons fondé notre propre média qui s'appelle La Fange à partir de maintenant. Et donc bientôt la chaîne de VOD d'Archicrasseuse aussi. Bientôt ça arrive. Plus de contenu, plus de divertissement. Le bon divertissement. Ça va être délicieux, ça va être délicieux. Plus d'informations sur Instagram, n'hésitez pas à aller checker ça. Les acides YouTubiques, n'hésitez surtout pas à aller faire ça. Nous, on va continuer notre petite capsule sur Madagascar. Du coup, c'est quoi la situation là-bas? Petit rappel des faits. Et est-ce que j'irai pas sur Wikipédia pour pas dire trop de bêtises? Attendez. Madagascar, colonie française. Hein. Madagascar, pour le coup, ça fait partie de ces endroits qui faisaient, où la France a eu de très 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 gros intérêts par rapport à ça. Alors, attends, du coup, voilà, en gros, protectorat français après 1883. La France organise une deuxième expédition militaire en 1895. En 1897, on a la fin de l'autonomie malgache et l'annexion de l'île par la France. Donc voilà, ça, la colonisation à proprement parler et l'annexion de Madagascar à l'Empire français, ça se fait précisément en 1897, donc c'est de l'histoire quand même très récente. Le premier gouvernement autonome malgache, lui, il vient de 1958. Donc en gros, l'île est restée sous état de colonisation française pendant quand même un sacré bout de temps, quoi. Donc un bon gros 60 piges, quoi, concrètement. En vrai, si on devait vraiment faire un vrai résumé concret de toute la situation avec Madagascar, ça va être un peu compliqué de le faire dans cette capsule, parce que on sera obligé de revenir aussi sur l'histoire des Comores et l'histoire notamment, enfin de toutes ces zones-là en fait, et c'est un peu compliqué, donc on va juste rester là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on parle de Madagascar? Parce que il y a, vous vous souvenez quand on va parler du Népal? Au Népal, il y avait ce mouvement gigantesque de la Gen Z qui a foutu le feu, qui a tout détruit et qui a essayé de remettre à zéro concrètement les institutions du pays. Même si le mouvement étant un peu trop gazeux, ils n'ont pas vraiment réussi à se condenser pour faire quelque chose de vraiment construit, organisé politiquement. Mais on continue à suivre comme la situation au Pérou parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Mais en fait, il n'y a pas qu'au Pérou. Il y a plein d'endroits en fait où ça commence à péter, hein. Notamment en Indonésie, notamment aussi dans certains pays d'Amérique du Sud. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Et je trouve que la situation à Madagascar, elle est particulièrement intéressante et elle en dit très long, entre autres sur l'impérialisme français et le post-colonialisme français, toujours à l'œuvre là-bas, quoi. Il y a 3 semaines, on a fait une vidéo sur le Népal, ou plutôt sur le mouvement social Ah bah on a la même intro. népalais. Et dans une conclusion, il faut bien le dire, très inspirée, j'avais évoqué un mouvement général de mobilisation contre la corruption dans le Sud global. Soit dit en passant, j'avais pas expliqué ce que j'entendais par Sud global. Selon le géographe Vincent Capdepuis, le Sud global n'est peut-être rien Ouais, écoutez ça parce que moi c'est un concept que j'utilise et que j'utilise un peu tout le temps. Hein. de plus que le Sud, mais il ne peut plus être un tiers-monde exploité, méprisé comme le Genre l'Australie est pas dans le Sud global par exemple. tiers-État, voulant lui aussi être quelque chose, pour reprendre les mots Ouais, c'est un peu fort, on est d'accord. d'Alfred Sauvy en 1952. La ligne nord-sud ne s'est pas estompée, aussi discutable que soit son tracé, car elle ne tient pas qu'à un écart de Ça a mieux la leçon, désolé. développement, elle est la trace d'un rapport de domination qui s'inscrit dans le temps long et qui n'a pas été renversé par les revendications d'un nouvel ordre international dans les années 1960-1970. Pour faire très simple, Du coup, j'ai rien écouté, donc on revient 2 secondes en arrière, attendez. Le Sud global n'est peut-être rien de plus que le Sud, mais il ne peut plus être un tiers-monde exploité et méprisé comme le tiers-État, lui aussi être quelque chose, pour reprendre les mots. Oui, en gros, c'est toute la... Enfin, c'est tout ce qu'on... Enfin, moi, par exemple, je parle aussi beaucoup de l'apartheid global, qui est un concept qui a émergé dans les années 1900 et tout. Mais de toute façon, je reviendrai sur tous ces sujets-là dans une grosse vidéo. ne s'est pas estompée, aussi discutable que soit son tracé, car elle ne tient pas qu'à un écart de développement, elle est la trace d'un rapport de domination qui s'inscrit dans le temps long et qui n'a pas été renversé par les revendications d'un nouvel ordre international dans les années 1960-1970. Pour faire très simple, ce concept désigne des pays qui ne sont pas l'Occident.
C'est tous les pays. Ou le Japon et la Corée du Sud. Mais ils peuvent avoir des intérêts très différents et ils sont même parfois rivaux ou carrément ennemis. Pourtant, il y a effectivement une sorte de vague de fond avec ces multiples mouvements contre la corruption dans des Je sais plus si la Chine est considérée comme étant dans le sud global, mais je crois que c'est plus le cas aujourd'hui. pays aussi différents que le Népal, l'Indonésie, le Sri Lanka et encore plus récemment le Maroc ou le Pérou. Gaz lacrymogène contre projectiles, cette mobilisation organisée par le collectif de la génération Z avait un objectif: dénoncer la politique du gouvernement péruvien. Un autre point commun de ces mobilisations, ça a été dit dans l'extrait, c'est l'importance de la Gen Z, la génération Z, c'est-à-dire en gros les gens Du coup, c'est bon là, le mixage par rapport à ma voix, c'est ok? nés à la fin des années 90 et au début des années 2000. Bon, après chacun sa définition de la Gen Z, pour moi c'est les gens nés après la sortie du film Shrek par exemple. Dans tous les cas, cette génération Z est Très bonne définition. particulièrement présente dans la mobilisation dont on va parler aujourd'hui et qui, comme vous le savez car vous avez lu le titre de la vidéo, se déroule à Madagascar. Aujourd'hui, la situation est très incertaine, le président du pays et ses fidèles sont en fuite et l'armée a annoncé avoir pris le pouvoir. L'Assemblée nationale a voté la destitution du président, mais celui-ci l'a dissoute alors qu'il s'est barré. Alors que se passe-t-il à Madagascar? La Gen Z va-t-elle sauver le monde et est-ce que manifester contre la corruption, c'est pas un peu enfoncer encore davantage ce pauvre Nicolas Sarkozy? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM. Moi, à la base, j'aime pas du tout l'analyse Gen Z. Parce que je suis en mode genre c'est Salomé Saké ou quoi? Genre non, moi j'aime pas trop le concept de faire un conflit générationnel. Enfin, la vérité c'est que je pense que dans les faits, genre dans ces pays-là, c'est un truc de mouvement de Gen Z, etc. Parce que c'est eux les populations les plus précarisées, parce que c'est eux les populations en fait qui sont les plus exploitées. Et donc elles s'organisent de fait par un rapport qui est esthétiquement générationnel, mais qui en fait est surtout un rapport d'exploitation. Genre, les applications du concept de Gen Z entre la France et Madagascar n'ont rien à voir. Mais avant toute chose, un peu de contexte sur le pays déjà. Vous le savez, Madagascar est un État insulaire, surnommé la Grande Île. Il dispose d'une superficie similaire à celle de la France, l'ancien colonisateur dont le pays s'est libéré en 1960. Le pays est peuplé d'environ 30 millions d'habitants. Sa capitale et plus grande ville est Antananarivo, ou Tananarive dans sa version francisée. Et c'est important pour notre sujet, il s'agit d'un des pays les plus pauvres du monde. Si l'on en croit l'indice de développement humain des Nations Unies, c'est un turbo enfer. Hein. C'est un turbo enfer. Moi, pour le coup, ça fait un moment que je suis un peu ce qui se passe là-bas, parce que j'avais une relation qui était originaire de là-bas, et elle me montrait tout le temps, genre, des extraits de son président, et des dingueries que le ref, il s'amusait à balancer, genre, en permanence, et c'était... Enfin, genre, vraiment, le président malgache, en termes d'indécence, c'est du Macron x 1000. Madagascar se classe 183e sur 193 pays recensés. Le mec en était en 4K à nier les statistiques et tout. Enfin. Entre le Mozambique et le Yémen. Les défis pour les Malgaches sont nombreux, avec 3/4 de la population. Et pas des statistiques un peu fun, hein, des statistiques genre sur les morts d'enfants, tu vois. Vivant sous le seuil de pauvreté. Le salaire médian est de seulement 21 € par mois et près de 75% de la population vit avec moins de 1 $ par jour. Résultat, la population subit de plein fouet l'inflation et la famine. Certaines régions, comme le sud du pays, sont particulièrement touchées depuis des années par des crises sécuritaires et climatiques, comme le rappelait un reportage d'Arte réalisé en 2021. À Madagascar, 1,5 million de personnes subissent la pire crise alimentaire depuis 10 ans. En cause, une sécheresse chronique qui dure depuis plus d'1 siècle. Elle a même un nom dans le dialecte du Sud, le kéré, la faim. Mais au-delà de la situation particulièrement dramatique du Sud, la totalité du pays doit composer avec une importante corruption. C'est ce que rappelait dans un communiqué le collectif Gen Z Madagascar dénonçant la corruption systémique au sein des institutions. Dans la vidéo sur le Népal, je vous avais parlé de l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Si le Népal est 107e sur 180 pays étudiés, Madagascar tombe à la 140e place. Et comme je le disais aussi dans la vidéo précédente, il est très difficile de se rendre compte de ce qu'implique un tel niveau de corruption dans la vie quotidienne lorsqu'on vit en Occident. Quelle indignité. Je vous donne un exemple.
Le collectif Gen Z Madagascar, que je vous citais précédemment, est très suivi sur les réseaux sociaux et est à l'origine des appels à manifester. Eh bien, ce collectif, le 1er octobre dernier, il dénonçait les malversations d'un membre du gouvernement dans un communiqué. Un individu s'arroge le contrôle des exportations et exige des commissions sur tous les business. Sans sa validation, aucune exportation ni aucun agrément ne sont accordés. Ça, franchement, pour le coup, vous devez le savoir, hein, je pense que vous pouvez trouver plein de ressources, hein, sur à quel point la corruption et la colonisation, c'est fondamentalement lié. Ça et le fascisme, mais encore une autre question. Les entrepreneurs qui refusent de lui céder des parts se voient imposer des contrôles fiscaux injustifiés et menacés d'emprisonnement. Mais ce n'est pas cette affaire en particulier qui a mis le feu aux poudres. Même si une mobilisation contre la corruption, ça part plus souvent d'un événement précis que d'un sentiment général. En Serbie, ça a été l'effondrement de la gare de Novi Sad. Au Népal... Ah non, c'est les deux. Souvent, quand il y a des gros mouvements contre des trucs de corruption, c'est qu'il y a à la fois une ambiance globale de ripou un peu partout, tu vois, et en même temps un événement qui vient cristalliser le truc et qui fait péter un plomb à tout le monde. La coupure des réseaux sociaux, et à Madagascar, l'étincelle, ça a été les coupures incessantes d'eau et d'électricité. Comme le rapporte une étudiante interrogée par l'AFP dans une manifestation fin septembre, ce mouvement a été mené pour ramener l'eau et l'électricité à Madagascar. Ici, on a à peu près 12 heures de délestage d'électricité par jour. Ça veut dire que pendant 12 heures de la journée, on sort de la maison, on va travailler, on paye les impôts et on retourne à la maison. Toujours pas d'électricité. Pour ces coupures, c'est la Jirama, la société publique de l'eau et de l'électricité malgache, qui est mise en cause. L'entreprise est accusée d'être gangrénée par la corruption. Alors que les salariés de la Jirama étaient en grève début juillet, on pouvait lire dans l'Express de Madagascar, sous la plume de Gary Fabrice Ranaïvozon, des sources avisées confient que certains auraient intérêt à ce qu'il y ait une instabilité au sein de la Jirama, afin d'éviter d'éventuelles poursuites judiciaires résultant de l'enquête sur les détournements massifs de carburant destinés à alimenter les groupes thermiques de la société. Lors d'une interview télévisée diffusée à la veille de la fête nationale, le président de la République a en effet dénoncé l'existence d'un réseau mafieux opérant au sein même de la Jirama. En juillet, pour Réunion Première, le journaliste Fabrice Floch écrivait à propos de cette grève « L'absence d'eau au robinet et les coupures d'électricité sont à l'origine de nombreuses manifestations, parfois violentes, d'où la crainte engendrée par ce mouvement social. » Bah, logique. Peur justifiée. Le mouvement a donc débuté le 25 septembre dernier sur cette question de l'eau et de l'électricité pour s'élargir au fil des jours à une protestation contre le gouvernement en général et le président malgache Andry Rajoelina en particulier. Vous qui payez des gens pour qu'ils se rassemblent devant vous et disent amen à tout ce que vous dites, ça ne marche plus. Ce temps est révolu, monsieur le président. Je vous le dis avec respect. Si vous êtes sage et éduqué, démissionnez. Le président Rajoelina, déjà très bien dit, contesté lors de sa réélection il y a un peu moins de 2 ans, paye son inaction politique, comme l'écrivait Laurence Caramel pour Le Monde en novembre 2023. Elle a un très très bon blaze, Laurence Caramel. Après un retrait forcé de la scène politique à l'issue du régime de transition, 2009-2013, Andry Rajoelina est revenu à la tête du pays, cette fois par les urnes, en 2018. Pour sortir le pays de son extrême pauvreté, le président, au passé d'entrepreneur dans le secteur de la communication, avait promis de rattraper en 5 ans tout ce que ses prédécesseurs avaient échoué à réaliser pendant les 60 années écoulées depuis l'indépendance. Mais à l'issue de son mandat, son bilan est critiqué, aucune réforme structurelle n'a été engagée. La répression du mouvement actuel a été très violente. Le 29 septembre, le haut-commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies évoquait le chiffre de 22 tués et de centaines de blessés. Le président a bien tenté fin septembre de calmer le jeu en annonçant la dissolution de son gouvernement. Peut-être n'avons-nous pas répondu à vos attentes, ni même écouté vos cris et vos craintes. Mais pas de quoi apaiser les manifestants qui demandent toujours sa démission et qui dénoncent des pillages organisés avec la complicité du pouvoir pour décrédibiliser le mouvement. Pendant toute la journée de jeudi, l'étrange comportement des forces de l'ordre a rendu la population perplexe. Féroce contre les manifestants, mais permissif contre les casseurs. À qui profitent tous ces dérapages? On sait depuis typique stratégie, ça, policière en plus, hein. On a la même chose en France. Hein. La Deuxième République de Ratsiraka, que l'utilisation de casseurs et de voyous pour discréditer les mouvements de protestation est une pratique des dirigeants malgaches. Devant la détermination de la jeunesse mobilisée, le président malgache a vite changé de discours. Ils veulent simplement prendre le pouvoir pour exploiter les mines de Madagascar, comme dans d'autres pays d'Afrique. Lors d'une allocution prononcée en direct sur le réseau social Facebook vendredi 3 octobre, il a accusé des pays ou des agences d'être à l'origine d'une cyberattaque ayant conduit à une manipulation de masse de jeunes malgaches dans le but de semer le chaos. Non mais c'est les enfants, ils sont trop bêtes. Genre, c'est pas des vraies revendications, ils se sont fait manipuler bien sûr. De perpétrer un coup genre, l'eau et l'électricité, est-ce que c'est si important que ça finalement? D'État. Ce sont des robots et les forces des ténèbres qui nous dictent tout cela. C'est n'importe quoi, certes, mais c'est rigolo. Toujours ce grand classique, hein. Pourquoi c'est que ça? Des régimes autoritaires d'accuser des puissances étrangères d'être à l'origine des mobilisations contre eux.
Comme s'il y avait Après, pareil, on fait la même chose en France. Hein. Genre, je vous rappelle que le mouvement du 10 septembre, on nous a dit que c'était les Russes. Après, on nous a dit que c'était un truc qui était... genre, ça va être que des dingueries comme ça à chaque fois, c'est fatigant. rien à leur reprocher. Putain, on est dans la merde. On est dans la merde. Putain, mais non, mais tu peux pas, ils sont en bas, ils vont te tuer. Putain, relance-toi, on est des malades. Putain, mais c'est toi le malade, c'est de ta faute là, putain. Andry Rajoelina a bien tenté de mobiliser ses soutiens. On a de l'eau, on a de l'électricité, ça fonctionne très bien. Mais laissez nos enfants aller à l'école. Mais le bide fut total, comme le relevait Laurence Caramel le 5 octobre dernier. La mobilisation était loin de la démonstration de force espérée par le camp du président, puisqu'aucun manifestant ne portait de t-shirt orange à l'effigie d'Andry Rajoelina, comme il est d'usage lors des meetings de campagne électoraux. Et on en arrive donc à cette fameuse fuite présidentielle. Tout s'est accéléré le 11 octobre dernier quand des pas la malle. militaires ont fait défection et ont rejoint les manifestants. Ce matin, dans une vidéo publiée sur Facebook, le colonel Michael Randrianirine a appelé toutes les forces de l'ordre, armée, police et gendarmerie, à rejoindre la population malgache et à désobéir aux ordres de leur hiérarchie. Le lendemain, Rajoelina fuit le pays grâce à un avion militaire français. C'est pas très étonnant, hein. Déjà, il est de nationalité française, mais c'est vrai. Surtout, comme le relate un article de Fanny Pigeot pour Mediapart, l'arrivée au pouvoir de Rajoelina en 2009, au détriment de l'ancien président Ravalomanana, considéré par beaucoup comme un putsch, a probablement été soutenu par Paris. Exilé en Afrique du Sud, il a été soutenu par Paris, genre, je crois qu'on a les datas. Hein. Ravalomanana accuse lui-même publiquement Paris. Il y avait des Français derrière cela. Les services de renseignement sud-africains me l'ont dit, déclare-t-il en mai 2009. Puis en fait, Laurence Caramel, c'est juste un autre clone de moi, c'est la version alternative de Douceur Sucrée, bien sûr. Quelques années plus tard, en 2013, l'ancien président Didier Ratsiraka, 75-93 et 97-2002, appuie ces accusations. La France m'a demandé d'aider Andry Rajoelina à évincer Marc Ravalomanana. C'est ce que je disais, on a les datas. Il refusera toutefois de donner des détails sur ses interlocuteurs français, invoquant des craintes pour sa sécurité et celle de sa famille. Quoi qu'il en soit, après cette fuite, les militaires ralliés aux manifestants ont annoncé prendre le pouvoir. Je vais lire une déclaration qui dit que on va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui. Ironie de l'histoire, c'est ce même corps d'armée qui s'appelle le CAPSAT qui avait déjà participé à la prise de pouvoir de Rajoelina en 2009. Et la question qui est évidente, c'est « et maintenant, on fait quoi ?» Parce que oui, l'armée au pouvoir, ce n'est jamais bon signe et on peut craindre un scénario à la soudanaise avec une confiscation de la révolution. On en avait parlé ici du Soudan. Les médias de Madagascar ne sont pas dupes. Comme le relève Courrier International, madagascartribune.com écrit « La Gen Z risque fort de perdre la main ». La rapidité avec laquelle des officiers militaires et des politiciens de carrière sont apparus sur la place du 13 mai montre que la récupération du mouvement est en marche. Ces derniers, alors qu'ils étaient relativement discrets, laissant les jeunes affronter balles et grenades, s'apprêtent à se disputer les sièges lors d'une probable transition. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu la même conclusion qu'avec le Népal, quoi. C'est-à-dire qu'au final, t'as vraiment un mouvement... En fait, c'est pas une révolution. Genre, j'ai un peu le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de contre-modèle qui est proposé de façon suffisante, tu vois. Et du coup, ça laisse un peu un espace de récupération possible. Parce que moi, enfin, en tout cas, moi, le sentiment que ça me donne, quoi, c'est que au sein, du coup, de tout ce merdier, à la fin, il y a pas un vrai... il n'y a pas une vraie structuration politique, il n'y a pas une vraie organisation politique qui tente en fait derrière de récupérer le pouvoir et qui a une vraie idée de ce qu'ils veulent faire avec une vraie idéologie cohérente et structurée, tu vois. Et le problème, c'est que du coup, c'est très très bien de faire des grosses révoltes, mais si du coup derrière, t'as pas vraiment ce contre-modèle, ou si derrière, t'as pas vraiment en fait les bases politiques pour construire une nouvelle société, tu finis toujours par t'en remettre en fait à des puissances dominantes. Que ça soit du coup la puissance dominante coloniale, ou que ça soit du coup l'armée, ou que souvent c'est un des deux en fait, hein, vraiment... c'est quand même, dans ce cas-là, quoi, assez rare. Genre, au Népal, par exemple, on avait déjà pu observer le fait que le mouvement de la Gen Z, là, il était en train d'être récupéré par des politiciens, par un influenceur et tout, qui était en train de préparer un truc, etc. et tout. Et au final, ça redevenait très institutionnel, et ça finissait par pas vraiment faire avancer les choses. Même si on n'est pas à l'abri qu'il se passe quand même des trucs toujours au Népal. Bah là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, quoi. Et c'est vrai que les situations dans lesquelles t'as, concrètement, une dictature militaire qui arrive au pouvoir, c'est jamais très bon signe. Après... il faut pas non plus être gaslight sur genre des situations comme ça suite en fait à des révoltes. C'est pas le fascisme là tout de suite maintenant, ça reste un pays colonisé et des pays colonisés qui sont passés par des étapes, on va dire, de dictature militaire avant de créer des régimes plus cohérents et moins horribles. C'est déjà arrivé beaucoup de fois, tu vois. Donc en fait, il y a toujours cette question de so what, genre juste dire c'est un régime militaire, ça suffit pas en fait. Genre, qu'est-ce qui se passe concrètement derrière? Enfin, c'est un peu comme au Burkina Faso, tu vois. Tu peux pas juste dire c'est militaire donc c'est mal. Genre, il faut être un peu plus subtil que ça.
Alors, révolution réussie pour la Gen Z ou un retour de la réaction? Seul l'avenir pourra nous le dire. Pour que ce format et tous ceux qu'on vous propose sur Blast puissent continuer, on a... Et voici la situation à Madagascar un peu plus précisément. Genre, peut-être que j'aurais dû sortir un article du Monde pour pouvoir parler un petit peu justement de tous les comment dire, tous les tenants, les aboutissants par rapport à la France, parce qu'il me semble que du coup j'en avais vu un qui était bien passé. Est-ce que je fais ça vite fait? Écoutez, je pense que je vous lirai un papier sur ça quand on aura plus de data, quand le truc sera un peu plus retombé pour refaire du coup une deuxième partie à cette capsule autour de la situation malgache. On va s'arrêter là par rapport à ça pour aujourd'hui. Du coup, je vous dis au revoir à YouTube. N'hésite pas à me filer des dons sur Tipeee si on a envie. Normalement, le lien sera dans la description. Voilà, maintenant, du coup, il y a cette nouvelle méthode de financement depuis le ban, hein, parce que pas le choix, quoi. Et j'espère que ça te fait kiffer de voir le retour des capsules quotidiennes sur cette plateforme-là aussi. Kiss YouTube.